Et c'est reparti. Vous avez eu 1h30 de discussion sur Opening Ending et on se retrouve pour animation et Chara Design avec de nouveaux invités. Donc déjà, j'ai pris la place de Kauzen. Désolé ceux qui préfèrent Kauzen à moi. Je m'excuse d'avance. Mais en tout cas, ça fait plaisir de parler de ces deux catégories. Donc animation Chara Design. Et pour parler de animation et Chara Design, on a avec nous 4 invités exceptionnels. On va commencer par Ito. Ito, présente-toi un petit peu. Merci. Écoutez, enchanté d'être ici parmi vous, parmi cette line-up exceptionnelle. On va parler d'animation, on va parler de CD. Ça va être sympa. Une bonne soirée en perspective. Il a sorti le Drip Canada. T'étais déjà là. Les petites lunettes en ref. T'étais déjà là l'an dernier. Et il y a 2 ans. Ouais. Et il y a 2 ans. Et donc le retour pour parler cette année des deux catégories. Avec nous aussi, on aura Whooper. Alors Whooper, auteur occasionnel sur Keyframe. Si vous connaissez pas Keyframe, allez voir. Effectivement. Beaucoup de travail fait sur ce site. Mais donc Whooper, est-ce que ça va? Et bienvenue parmi nous. Ouais, ça va très bien. Merci pour l'invite. Bonsoir à tous, bonsoir le live. Écoutez, moi, je parle d'animation à mes heures perdues un peu sur Twitter. Et voilà, j'aide un peu les copains sur quelques projets, notamment Keyframe. Et voilà, c'est à peu près tout. Hein. Comment s'est passée ta rencontre avec Tetsuro Araki cet été? Alors, bon, maintenant, on peut en parler un petit peu. Mais oui, c'est vrai que moi, j'ai toujours beaucoup apprécié SNK, donc l'attaque des Titans. Et le fait de pouvoir interviewer, qui plus est, le réalisateur, forcément, c'était un petit rêve. Et merci encore à Luca, à LKR, du coup, qui a pu, on va dire, concrétiser ce rêve-là de mon côté. Et voilà. LKR qui est avec nous comme d'habitude. Ça fait... en fait, tous les ans, t'es là. Ah, c'est bon, on ne te présente plus. Carrément, je peux critiquer qu'animé sans avoir de revers. Fais attention à ce que tu dis quand même. Je suis à côté, non, mais... c'est ça, quoi. Non, mais en tout cas, comme d'habitude, ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Et donc, sachez qu'il y aura 2 prochains talk shows en plus pour parler des catégories dont on ne peut pas parler ce soir-là. Mais les prochains talk shows seront donc le 30 et le 6 février. Et la semaine prochaine, vendredi, vous aurez autre chose sur Twitch qui va parler d'animation. Un projet donc, de LKR. LKR, je te laisse parler de ce projet que tu as annoncé ce soir. Ah, je dois en parler? Oui. Ah, c'est maintenant. Ça a commencé. Non, mais du coup, avec ADN Animation Digital Network, ils m'ont proposé il y a 3 ans de faire des projets un peu plus grands avec ma chaîne YouTube. Sauf que je me disais, j'ai rien à proposer pour l'instant, j'ai pas les connaissances et tout ce qui va avec. Du coup, j'ai patienté, j'ai fait mûrir l'idée dans ma tête et aujourd'hui, j'ai pu annoncer que je fais des interviews. Donc là, il y en aura 5 dans l'année avec des animateurs francophones de l'industrie de l'animation japonaise en live sur ma chaîne Twitch. Donc encore une fois, l'année dernière, c'était ma vidéo Look Back que je faisais ma pub et maintenant, c'est un nouveau projet. Donc voilà tout ça quoi. Mais merci pour les gens qui me soutiennent et merci encore à toi pour la pub. Et du coup c'est la semaine prochaine. Je prends votre créneau. Bon après c'était mon créneau, vous êtes venus dessus. Mais voilà. Non mais c'est super cool, surtout que c'est un beau projet et que là tu as interviewé Dorian qui a déjà été beaucoup vocal sur ce qu'il a fait. Mais je pense que l'interview va être bien parce que déjà tu as les connaissances requises pour poser des bonnes questions. Et non mais en plus tu connais bien Dorian donc les questions vont être pertinentes et bien ciblées. Donc allez voir, ça va être une très bonne interview je pense. Et notre dernier invité sur ce plateau, c'est Bruno Delacruz. Bruno, bienvenue à toi, qui est donc rédacteur en chef de Animeland, donc le plus grand magazine animé manga en France. Le plus vieux en tout cas. Ok, on va dire le plus vieux pour... Ce sera pas à moi de dire si c'est le plus grand, mais C'est le plus grand. Historiquement, oui, c'est le plus ancien, il y a un des plus anciens d'Europe, donc la presse indépendante, on continue d'être là. Merci en tout cas pour l'invitation. Avec plaisir. Et donc ce soir, on a d'ailleurs 3 magazines d'Animeland à vous faire gagner. Oui, je suis pas venu les mains vides, donc on a fait un numéro sur où est la caméra, on a fait un numéro sur Evangelion et Studio Chara, on a fait un numéro sur Octonoken et le post-apo, un numéro sur le studio Pierrot et Bleach, donc 3 numéros à gagner. Et comme on parle beaucoup d'animation ou de Chara Designer, si les personnes arrivent à nous donner l'un des Chara Designers de la première série de Grandizer, voilà, ce sera... Voilà. Mettez la réponse dans le chat et on va en choisir 3 parmi vous. Après LKR, je sais qu'il a la réponse, mais... Voilà, Non, je rigole. C'est pas à donner, c'est le chat de gagner. Donc allez-y dans le chat, on va en sélectionner 3 et on vous... Je sais pas si on va les... On vous dira les vainqueurs demain. demain. Faire non plus... C'est moi qui propose. Bon, c'est gentil. On vous contactera pour les 3 vainqueurs. Et des numéros, j'espère qu'ils seront dédicacés par LKR en personne. Quand même. LKR les dédicaces à la fin. Non, dédicace de Bruno. Non. Mais en tout cas, voilà.
On est toujours là. C'est dur pour la presse. Je me permets de prendre 10 secondes. C'est dur pour la presse, spé, hein, surtout en cette période. Donc voilà, d'avoir un magazine comme ça qui appartient pas à un groupe et qui continue de vivre, c'est déjà beau. Donc bravo à Les toute premiers soutiens, toute c'est l'équipe. vous, hein, vous savez. Hein. Ouais, et vous faites du très bon travail, donc bravo. Le Ouais, c'est dernier gentil, numéro merci. sur Goldorak, c'est 50 Ouais, on est en Goldorak. train de faire. Le dernier numéro, c'est sur Grandizer, effectivement, mais c'est pas un numéro uniquement sur Grandizer. On a rencontré des très grands noms de l'industrie qui connaissent les animés de robots. Donc, on a Monsieur Kawamoto, on a Monsieur Yonetani, donc toute la saga des Yusha. Avec Anime Mind Probe, on propose aussi une interview de Monsieur Goro Taniguchi. Bref. Lorsque vous prenez le numéro Bleach, c'est pas un numéro Bleach, c'est un numéro sur Pierrot. Donc il y a Mamoru Oshii en interview, donc il y a des gens du studio Pierrot en interview, bref. Et ça n'existe pas trop dans le paysage français, ça n'existe pas vraiment dans la presse. Donc Bravo pour votre travail. Voilà. merci. Et après cette présentation, on va passer aux animés de l'année dans la catégorie meilleure animation déjà. Vous avez eu les 2 vidéos au départ, et donc on va commencer par meilleure animation. Je vous rappelle les 8 nommés rapidement. Donc Yaiba Samurai Legend, To Be Heroics, My Dress Up Darling, City, Mono, Takopi, Panty Stalking et Mobile Suit Gundam, J-Quax. Et on va commencer par J-Quax, donc, qui cette année a fait grand bruit, qui est nommé dans pas mal de catégories. Et Ito, qu'est-ce que toi t'en as pensé plutôt de l'aspect animation de cet animé? Le micro, non? Ouais. Bien vu. Peut-être pas surpris non plus, mais en tout cas, la série avait ses promesses en termes de prod et elle a plus ou moins respecté ses dernières. C'est intéressant de noter déjà, c'est une entre guillemets collab entre Kara et Sunrise, mais du coup, je vais plus parler de l'aspect production. C'est vraiment épisode 1, 3, 4, enfin de 1 à 3 et 4 sont par Kara, donc sont faits par l'équipe Akara, le 8 aussi, et le dernier. Et donc le reste, donc 5, 6, 7, 9, 10, 11, les 6 autres sont produits par l'équipe de Sunrise, qui est du coup en charge de la production, qui était notamment sur G-Witch, donc Witch from Mercury, il y a quelques années de ça. Et donc, ce qui est assez... déjà, premièrement, ce qui est assez surprenant côté de J-Quack, c'est le côté méca. Moi, je pense que c'est déjà ça qui m'a le plus fait kiffer, le plus apprécié. Parce que même s'il y a quand même une part de séquence en 3D, c'était quand même le pitch de base, et on l'avait vu pas mal dans les premiers trailers. En fait, on trouve plus de 2D que ce que je pensais, notamment en revoyant les séquences, et que ce soit dans les parties de Kara ou dans les parties de Sunrise. Mais moi, c'est vraiment plus les parties de Sunrise qui m'ont le plus... Enfin, je dis ça entre grands guillemets, évidemment. Je ne dis pas que Sunrise est responsable de telle ou telle chose, surtout quand on voit que le staff était vraiment réparti entre les 2 équipes. Mais je vais citer par exemple un épisode qui était le 7 et dont le superviseur de l'animation mécanique était Eiji Komatsu. Et en fait, quand on a les robots en 3D, que ce soit souvent, entre guillemets, dans les timings ou même dans la forme, l'apparence des modèles, il y a ce côté très uniforme, en fait. Tu vas pas avoir ce truc dans l'animation, ça va melt, disons, où chaque animateur a sa propre identité, alors que dans la 2DC, et c'est justement ce que j'ai vu dans la supervision d'Eiji Komatsu dans cet épisode 7, et ça m'a vraiment émerveillé, et ça m'a rappelé donc une phrase qu'avait dit Monsieur Masami Obari dans une interview. On lui demandait, on posait une question par rapport au fait de dessiner des mechas en 2D. Et il disait justement que là où dans la 3D, tu as l'uniformité, la 2D permet à chaque artiste de s'exprimer, en fait. Et à travers les dessins, tu vois aussi le talent, tu vois aussi l'art de l'artiste, son expression. Et dans tout le côté mecha 2D, c'était ça. Et ça émerveille, surtout que on est vraiment dans une période où l'animation mecha 2D, c'est quasiment absent, disons. Beaucoup de séries, enfin, il y a encore des séries mecha qui sortent aujourd'hui, mais la plupart sont en 3D. Je pense à Bravern. Aujourd'hui, il y a un animé qui a été annoncé en 2026 de mecha qui sort en printemps, il me semble, qui sera aussi en 3D. Cette saison, il y a un animé qui s'appelle Yoroshin Samurai Den Troopers qui sort. Qui est un remake de... C'est ou ça. une suite de... C'est d'un une truc qui suite, est sorti- ouais. C'est une suite, un truc qui était sorti il y a longtemps. Et du coup, il fait forcément penser à l'ancienne série. On avait forcément tout cet aspect, c'est pas vraiment de la mécanique, mais forcément les tenues ont ce côté détaillé et tout, qui était en 2D. Et forcément, ça fait plaisir de voir. Et la série n'est pas non plus en reste côté personnage. Enfin,
quand on pense à Kara, il y a un certain prestige derrière le studio parce que les talents sont là. Et on a pu le voir, il y a beaucoup de vétérans de l'industrie. Déjà, c'est un projet hyper compliqué. Déjà, Oui. il faut quand même tout d'abord, c'est pas seulement on va produire une série originale Gundam. C'est un projet compliqué. C'est aussi une déclaration d'amour pour toute une génération de ces artistes chez Kara. Il n'était pas prévu. Alors, on a eu la chance de beaucoup travailler le sujet, ouais, puisqu'on a aussi rencontré les gens de l'équipe. Il n'était pas prévu que l'hommage au premier épisode soit si long, par exemple. Dans le premier épisode, vous savez, vous avez vraiment cet hommage à la première série. C'est-à-dire, c'est les mêmes scènes, c'est le même storyboard, etc. Et c'est monsieur Yamashita, donc grand designer de Eva, qui a dit à monsieur Hano, non, mais on va aller les tirer. On va les tirer, ça y est, on va vraiment aller dans cet hommage, mais qui est plus conséquent. Et je pense que c'est intelligent, parce que c'est une déclaration d'amour de toute une génération qui a adoré Gundam, qui trouve que Gundam, c'est une perfection sur les premiers épisodes en termes de réel. Donc ensuite, il faut digérer tout ça. Et je trouve que la série est hyper régulière. Elle est régulière tout le long. Alors après, on peut ne pas aimer. Il y a quand même une versatilité dans les designs. Est-ce que Take, ça plaît à tout le monde? Ça, je pense que c'est un autre débat. Mais la série, elle est quand même régulière, propre, tout le long. Et je Il y a pense surtout une rota qui s'est aussi installée entre les différentes équipes et tout, quoi. C'est ce qui fait aussi que ça a pu maintenir une certaine qualité tout du long, plus d'avoir amené des certains, enfin, tout en étant dans ce cercle de vétérans qui a toujours touché de près ou de loin des séries Mecha ou Gundam, quoi. oui, puis ils arrivent quand même avec un bagage entre les mains. C'est des gens qui sont quand même habitués. Bon, Kara fait peu mais bien. Pour si on doit faire court, c'est quand même un studio qui fait peu et très très bien. Ça a été une surprise quand même l'annonce pour pas mal de monde. Après, dès que tu te poses un peu, tu te dis bon, finalement c'est une filiation qui a du sens. Et je trouve que la série elle est super régulière tout le long. Il y a de l'action, c'est bien foutu. Il n'y a pas de chute de qualité, donc franchement bravo à eux. Mais ils en ont sué, hein. Ça a été très très compliqué. Il y a eu aussi des débats autour des seiyuu. Quand il y a des retours de personnages historiques, on fait appel à qui? Donc ça a été très délicat aussi à gérer. Ouais. Non, mais en tout cas, mérite largement sa place cette année. C'est un des meilleurs de l'année, assurément. Et, Je me suis permis d'intervenir, mais je voulais pas couper du tout. Bien sûr, non, mais bien sûr. Désolé. Après, Non, pour t'as raison. revenir sur ce que tu disais, Ito, tout à l'heure, sur le style des artistes qui, on va dire, se différencient beaucoup on va dire, des moments 3D. C'est vrai que sur des productions où il y a une forte présence de la 3D, je pense notamment à, par exemple, la saison finale de SNK, ça fait toujours plaisir de voir les artistes s'exprimer. En fait, ça te surprend et dans le bon sens du terme. Donc ça, je comprends totalement pourquoi. En fait, même si on aimerait que toutes les séquences soient dessinées, le fait qu'il y en a assez peu, même si je crois que tu m'as dit quand même que dans J-Quack, il y en a quand même une bonne partie qui sont dessinées, ça te fait encore un peu plus apprécier les takes dessinés par les artistes en fait. Est-ce que, Whooper, je peux te lancer sur un autre animé qui mélange 2D et 3D, peut-être un peu différemment, mais en tout cas sur To Be Heroics cette année, qui a été nommé aussi. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, qui l'as vu? Alors, To Be Heroics. Bon, déjà, c'est une production assez particulière à plusieurs étages. Déjà, arrête-moi si je me trompe, Yanis, mais il me semble que parmi tous les nominés aux Kanye Awards, To Be Heroics, c'est le seul issu de l'industrie chinoise. Non, il y a aussi Il y a Dragon ça. Raja. Ok, bon, autant pour moi. Ouais. Dans Opening. Dans Opening, ouais. Mais D'accord. c'est le plus Ok. nommé parmi les animés d'origine chinoise. C'est aussi un animé qui a été produit par 3 studios différents, qui du coup se sont donc répartis chacun une portion spécifique d'épisodes sur la saison. C'est aussi un animé qui a été marketé, vendu comme étant un projet qui va mélanger l'animation 3D et le dessin, ce qui n'est pas forcément beaucoup le cas au final quand on regarde toute la saison. Parce que, alors, effectivement, il y a eu beaucoup de 3D utilisé au départ, ce qui est d'ailleurs pas du tout un point positif selon moi, parce que, effectivement, quand on fait un arrêt sur image sur ces séquences en 3D, c'est vrai qu'on peut pas l'enlever qu'il y a eu un travail assez bien fourni sur ce qu'on peut appeler l'aspect un peu texturing. Vous savez, c'est ce qu'on peut retrouver notamment sur Arcane. Bon, là, on le retrouve très grossièrement sur To Be Heroics, cet effet un peu peinture sur la peau des personnages, leurs vêtements qui permettent du coup de un peu mieux camoufler les limites et les contraintes qu'il peut y avoir lorsqu'on tente de modéliser des personnages en 3D. Par contre, dès que ça commence à bouger, donc dès qu'on rentre réellement dans ce qu'on peut appeler de l'animation, bon, la majeure partie du temps, ça reste très très rigide. Et c'est clairement une faiblesse dans la production selon moi, ou en tout cas, c'est pas ce qui va me faire dire que je souhaite voir To Be Heroics
concourir dans cette catégorie-là. Après, heureusement, pour notre plus grand bonheur, j'ai envie de dire, cette 3D, du moins sur les personnages, va complètement disparaître dès l'épisode 5 ou 6 de Souvenirs, pour du coup laisser place à une proposition beaucoup plus tournée vers le dessin. Et à partir de là, on a pu effectivement voir des choses, je pense notamment à l'épisode 12 ou à l'épisode 20, qui en les regardant, je me suis dit, ok, je comprends pourquoi des personnes souhaitent voir Tubibrix dans cette catégorie-là. Après, voilà, à titre personnel, quand moi je fais un constat de toute la saison, qui est quand même une saison à 24 épisodes mine de rien, en termes d'animation, je trouve que ça reste assez inégal, assez hétérogène. Même les épisodes que je viens de citer, qui sont clairement les plus ambitieux d'un côté animation, alors tu sens qu'il y a une très bonne, on va dire une volonté, une ambition de la part des équipes de bien mettre en scène les séquences d'action. Par contre, en revanche, l'exécution n'est pas totalement, j'ai envie de dire, convaincante. Tu sens que derrière, il y a peut-être eu des problèmes de planning, de ressources ou les deux, qui ont fait que voilà, ça n'a pas été, je trouve, le résultat espéré, en tout cas par les équipes derrière. Voilà, tout ça me font dire que, bon, je ne pense pas qu'à titre personnel, To Be Heroics va forcément récolter beaucoup de voix. Tout simplement parce qu'à côté, je trouve qu'il y a beaucoup trop d'autres projets qui l'explosent sur ce point-là. Et voilà, il y a aussi d'autres projets qui auraient pu peut-être prendre sa place. Je pense notamment à Ruby Rocks. On pourra en reparler un peu plus tard. ouais. Ouais. Mais c'est sûr que quand on a parlé de meilleure animation, il y en avait plusieurs en contention. Après, ouais. je pense pas qu'il a non plus volé sa place. Ah non, mais clairement. Il a quand même bien sa présence ici en tant que mention honorable, j'ai envie de dire, quoi. C'est encourageant quand même ce qu'ils font. Je pense que ce que la Chine est en train de faire, c'est quand même plutôt encourageant. Quand même, ça date pas de cette année, ça fait une bonne quinzaine d'années que ça commence à bien se développer. Après, c'est une coprode. Bon, il y a aussi un peu le Japon qui est un peu là. Mais je trouve que c'est encourageant. Après, je pense qu'il faut accepter un peu ces carences, même si qui sommes-nous pour dire qu'il y a des carences ou machin, mais je pense qu'il faut les accepter un petit peu et que si déjà leur point fort brille particulièrement, bah c'est déjà une progression. Je trouve qu'il y a quand même moins de variations qualitatives qu'il y a 10 ou 15 ans où c'était, je trouve que ça souffrait beaucoup plus. Et To Be Hero, c'est une grosse progression. Oui, quand même, ouais, déjà. Là, on arrive à un niveau qui est largement au-dessus de ce qu'on pouvait voir dans le passé, quoi. Bah, je crois que même si To Be Hero X, qui est donc quand même une licence, même si ça a bien changé depuis la comédie qui était, voire même la rom-com qui était la première série. Ça n'a plus rien à voir. Puis je sais pas, là, j'ai pas profondément étudié la prod, peut-être que tu peux nous dire, mais j'ai l'impression que le réal a fait énormément de choses. Lei Zhang, il me semble que c'est lui. Il fait énormément de choses, il fait le storyboard, puis il fait le design, puis c'est le créateur original, puis enfin bref, il fait une tonne de choses. Je trouve que c'est plutôt encourageant. Et entre les films qu'on a, notamment Les Légendes de Hei ou d'autres prods qui sont certes juste un peu sakugesques, j'aime pas ce mot. Bah, si déjà ils arrivent à faire très fort dans ces moments d'action, bah, bravo, à eux, c'est déjà bien. Oui, tout à fait. Un autre animé qui fait fort dans les moments d'action, c'est Yaiba. Yaiba qui est présent cette année aussi dans Animation et Chara Design. Et c'est vrai que c'est un animé très intéressant à analyser. Bruno, toi qui l'as vu, qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Ouais, c'est vrai que ça fait partie quand même de ces projets. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, j'y pense, mais je sais pas si vous vous souvenez du premier animé Yaiba. Je l'ai pas vu personnellement. Je l'ai pas vu, mais. Alors, ça je vois date, à quoi il ressemble, 94, 93 ou 94. Il était vraiment super chouette. Il était vraiment très bon. Bon, c'était le studio Pastel qui avait bossé sur Initial D, etc., etc. Donc, c'était pas n'importe qui. Et c'est Monsieur Pokémon qui était à la direction. C'était Monsieur Yuyama, Kunihiko Yuyama. Donc c'était vraiment déjà une série très fun qui jouait des déformations. Donc c'est une série d'action. C'est une série qui adapte évidemment le manga de Monsieur Aoyama. Et en réalité, je trouve que la nouvelle adaptation était très forte parce que, l'industrie de l'animation japonaise, c'est un micro-ondes. C'est-à-dire, dès qu'on ne sait plus trop quoi faire, on réchauffe la licence. C'est une bonne expression. Mais ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre. Si nous avons aimé, si toute une génération a aimé telle ou telle œuvre. Pas qu'à l'industrie de l'animation japonaise, j'ai l'impression qu'en Bollywood aujourd'hui. Ou même en France, les émissions, ou que sais-je. Ouais. Et je pense que Yaiba, il n'y a pas un côté extrêmement vieillot où on peut se dire, mettre Yaiba de nos jours. Ça reste un titre d'action, de comédie, très fun. Alors oui, il y a quelques blagues, parce que d'époque, voilà. Mais je pense pas que c'est un titre qui puisse souffrir comme Ranma, ou peut-être comme le Seiyatsura, de vraiment certaines humours ou certaines tendances qu'aujourd'hui,
je vois, il y a quand même une partie du public qui ne le comprendrait pas. Donc c'était une bonne matière à adapter. Et c'est vrai qu'on connaît l'équipe de Madame Okada, Maiko Okada, qui a progressé à vitesse grand V chez WIT Studio. Je me souviens, la chance de l'avoir rencontrée lorsqu'elle était venue en France avec Monsieur Nakatake, donc cofondateur. Il nous disait, nous, alors que la saison de l'Attaque des Titans était en train de faire un carton, il disait, nous, on a des regrets sur l'Attaque des Titans. Ah bon, pourtant, vous avez mis tout le monde d'accord, plus ou moins, je caricature, mais ils avaient quand même On parle du premier projet particulièrement lourd que d'adapter Shingeki no Kyojin à l'écran, quand même. C'est une tannée d'adapter ça. Et ils étaient pleins de regrets, donc elle a réussi à créer un cercle de travail hyper bénéfique, où elle s'entoure évidemment des meilleurs, mais ça, c'est pas facile à faire. Donc c'est une série qui est dynamique, c'est une série qui est très régulière aussi. C'est une série qui... Vous n'avez pas besoin spécialement d'être fan de samouraï ou du style de Monsieur Aoyama pour aller dedans. Ça joue des déformations, ça joue d'une rythmique très dynamique. J'ai entendu, parfois, il y a des gens qui trouvent que c'est épileptique et qu'on ne comprend pas trop. Ça fait partie du... Ouais. C'est comme ça. revenu sur l'opening notamment, je pense. Notamment sur l'opening. mais- Après, ça fait partie du style. Donc, non, c'est à voir. C'est vraiment, vraiment à voir. C'est, pour moi, le très haut du panier de la saison. Ce n'est pas le titre pour lequel j'aurais voté pour une raison bien précise. Je ne sais pas si on pourra en parler un petit peu plus tard. Mais ouais, ça doit quand même faire partie des meilleurs prods de la saison sans aucun doute. Il n'a pas volé sa place. Ouais, tu voulais dans le truc. Après, c'est vrai que... Pardon, je rajoute... Non, vas-y. Je rajoute quelque chose, mais sur ce style épileptique, je ne sais pas si c'est le moment d'en parler, mais... oh mon Dieu, j'ai oublié le... C'est dont tu voulais parler. Non, mais en plus, l'artiste, notamment, on l'a rencontré en plus à Bruxelles, le cara designer, mon Dieu, Monsieur Kameda, qui est aussi gentil et aussi souriant que ce que ses animations laissent paraître. C'est vraiment quelqu'un d'adorable. C'est un enfant d'Imaishi. Ça a d'abord été un enfant de Monsieur Toriyama. Il voulait devenir Toriyama, carrément. Ensuite, c'est devenu un enfant d'Imaishi. Mais c'est devenu un enfant d'Imaishi, peut-être même plus que de Canada. Mais c'est tellement devenu un enfant d'Imaishi qu'il a peur de travailler avec Monsieur Imaishi. Parce qu'il avait peur de subir des remontrances ou de ne pas être au niveau. Il a un tout petit peu travaillé avec lui, mais c'est vrai qu'il n'est pas allé chez Gainax ou chez Trigger. Mais je trouve qu'il est particulièrement fort parce que c'est pas uniquement un animateur d'action. Sur Osama Ranking, il a montré toute sa sensibilité pour montrer des scènes plus douces, plus émouvantes. Sur Yaiba, oui, c'est un petit peu sa cour de récré. Mais c'est vraiment un artiste qui est encore très jeune, qui est vraiment très très fort et qui arrive à s'adapter. Alors oui, il a marqué un peu les esprits parce qu'il utilise un certain feutre pour faire ses animations. Ça on le reconnaît bien. Mais il arrive à être régulier surtout. Et ça, je trouve que c'est la grande force de WIT Studio, c'est que sur leur prod, quand vous prenez un petit peu l'ensemble du CV, il se casse rarement la gueule. Ouais, ça c'est clair. Et Whooper, j'ai envie de te lancer toi sur un autre animé qui... Ah pardon, excuse-moi. Ito, tu voulais ajouter quelque chose? En fait, moi, ce qui m'a marqué, entre guillemets, en plus dans la prod, c'est l'idée d'insuffler cette âme très... en exagérant le trait Canada-esque, et pas uniquement par la présence de Kameda, bien qu'il soit super actif. En fait, il y a beaucoup d'animateurs qui animent soit avec cette inspiration un peu Canada, ou en tout cas dans l'idée d'animer avec des timings très spécifiques, ou même avec des effets très angulaires, comme ce qui se faisait notamment à l'époque. Et en fait, je trouve que une des grosses réussites de Yaiba, c'est aussi d'avoir rassemblé tous ces talents pour que le projet respire ce côté Canada, et pas uniquement par Kameda ou par... il y avait Maenami aussi dans le staff qui peut faire penser à ça. Mais du coup, il y avait beaucoup d'apparences régulières de ces animateurs qui ont fait que, comme l'a très bien dit Bruno, la série ne fléchit pas et conserve son trait quoi qu'il arrive. Et forcément, quand tu regardes ça, aujourd'hui, il y a beaucoup de projets qui n'ont pas, entre guillemets, autant cette réussite. Et ça rend la chose que plus belle à admirer. Je pense que c'est aussi un des trucs de pourquoi ça peut être clivant par rapport aux gens, ce côté très Canada, parce que souvent tu as des gens qui associent la bonne animation avec quelque chose de fluide et non pas quelque chose de, bon, je vais dire le saccadé, parce que on va dire le Canada, c'est
c'est quand même centré sur des poses clés très fortes. Et c'est ce qui rend peut-être le débat un peu clivant sur pourquoi les gens, certaines personnes ne l'associent pas comme bonne animation et vont juste dire que soit c'est économique, soit c'est juste bourratif. Un peu comme les mêmes critiques que peut avoir l'opening de Gesso, où il y a ce côté très aussi. Bon, après, le trait est quand même abusé, mais très épileptique, Ouais. où forcément, ça va très vite, il y a beaucoup de choses qui se passent, plus les pauses sont marquées en très peu de temps. Du coup, c'est là où les gens vont commencer à se poser des questions sur attends, mais là, c'est plus un brouhaha que de l'animation et des trucs comme ça, quoi. Un autre animé qui utilise beaucoup ce style cette année, c'est New Panty Stalking, ouais, avec Imaishi à la réalisation. Bruno, toi, qu'est-ce que tu en as pensé de Que du Panty bonheur. Stalking, du retour de Panty Stalking tant attendu? Ah oui, vraiment que du bonheur. Une production qui ne leur appartenait pas, qui appartenait pas à Trigger, puisque c'est une série qui était d'abord chez Gainax. Donc ils ont pu récupérer les droits. Bon, on sait ce qui s'est passé chez Gainax. Ça a été compliqué pour récupérer les droits de la série, mais ouais, excellente cette saison de Panty Stalking. Alors, c'est un humour très subversif, que vous aimez ou que vous n'aimez pas, ça peu importe. C'est quand même une série qui est à chaque épisode très versatile pour le coup. Ça change de style très régulièrement. Je suis pas vraiment d'accord avec l'idée que cette espèce de simplicité dans les designs serait plus facile à animer, parce que ça peut très rapidement paraître raté. Il y a des proportions quand même. Alors les personnages sont de Monsieur Nishigori, ici ils sont retouchés par Sushio. Je crois qu'il y a Monsieur Koyama, Shigeto Koyama aussi dessus. Il y a un troisième nom. Non, je suis Masaru oublié. Sakamoto, peut-être? Non, j'ai oublié. Mais c'est pas si facile que ça, en fait, de garder, d'avoir ce style avec ses têtes, ses gimmicks, ses proportions, avec ses pieds larges, ses mains larges. C'est pas si facile que ça. Et il y a vraiment des épisodes extraordinaires. L'épisode baseball est fantastique. Il y a un épisode de Monsieur Yoshinari qui revisite façon un petit peu Conan le Barbare. Je prends cette référence pour que tout le monde puisse comprendre. Façon VHS, très vieillotte, où Panty est super musclé. Puis il y a des références tout le long. Alors qu'on ait la référence ou pas, peut-être que ça peut tomber à l'eau un petit peu au niveau comique. Mais regardez ce style-là, par exemple, je ne sais pas si les gens sont en train de voir ce qu'il y a à l'écran, oui. Ça, c'est extraordinaire, ces références aux vieux comics des années 70 ou 80, l'épisode de Kai Karashi qui a marqué un petit peu les spectateurs avec Cyberpunk, qui est évidemment là. Non, c'est très fort, c'est très fort, c'est toujours très inventif. Le scénariste, il a toujours des idées. Et surtout, ce qui est intéressant, pardon, c'était ça que je voulais dire à l'origine, c'est que Trigger a été très transparent là-dessus. C'est que Monsieur Imaishi a cherché, j'essaie de citer ces mots, mais je ne vais pas exactement les citer, mais à déléguer ses idées le plus simplement possible. Et c'est pour ça que, alors peut-être que dans l'industrie d'aujourd'hui, c'est pas si rare, mais il ne réalise pas le premier épisode. Il en storyboard quelques-uns, évidemment. Donc on a l'impression que chez Trigger, qui est en train de travailler sur pas mal de projets, c'est des fans aussi de Trigger qui sont là-bas. Ce sont des gens qui ont regardé Panty Stalking à la télé il y a quelques années. Donc, mais il est toujours là, vous voyez, hein, il y a un making-of, il y a plein de vidéos, vous pouvez les regarder sur leur chaîne YouTube, ça fait plaisir à voir. Ouais, je trouve que c'est une bonne initiative de faire ce genre de choses. Entre ça et KyoAni qui partage aussi une tonne d'infos, ça fait plaisir. Et donc voilà, ils expliquaient qu'il y avait cette volonté de déléguer et de bien déléguer. Et la série, elle respire quand même le Imaishi tout le long, mais aussi le nom du scénariste Kazuki Nakashima. Si je dis pas de bêtises, oui, c'est ça. Il y a toujours des idées de dingue. Donc bravo à eux. Et vraiment, l'épisode football américain et l'épisode Conan le Barbare, et celui d'Ikarashi, il était très marrant, mais c'est parmi les épisodes les plus marquants de l'année, selon moi. La transition est toute trouvée. Tu parlais de Kyoto Animation. On a le retour de KyoAni sur une série, sur une nouvelle série. Une nouvelle série qui n'est pas un de leurs produits, qui n'est pas un de leurs nouvelles. Et c'est rare, ça. C'est pas que c'est rare, c'est que ça fait longtemps. Là, récemment, il y a eu Dragon's Maid. Non, merde. Dragon Ruri Dragon. Ruri Dragon Ruri Dragon, Ouais, qui Dragon. a été annoncé. Ouais. Qui a été annoncé. Ah oui, et l'accord avec Shueisha, ça fait tout un C'est blabla. intéressant, ça. forcément parce que ça fait depuis quand même pas mal d'années. En fait, j'ai pas envie de dire de conneries, mais de tête, je crois que c'est 2012.
Ah non, il y avait même Dragon Maid. Bon, à part Dragon Maid, ils ont fait que adapter leur propre produit par rapport à leur label. Du coup, ça fait que bah, là, encore une fois, pour City, bah, on revient sur Arawi, sur une œuvre d'Arawi qu'ils avaient déjà adaptée avec Nichijou. Où cette fois-ci, bah, Taichi Shishidate bah, il est connu par rapport à Violet Evergarden en étant le réalisateur, mais c'est sûr que là, sur Nichijou, il était assistant avec Ishihara. Ça fait que bah, déjà, il a tout ce lore par rapport à Arawi. Le studio et le personnel en eux-mêmes kiffent de fou l'auteur. Et puis, de toute manière, dès qu'une œuvre là-bas est adaptée qui n'est pas de leur label, il faut que le réalisateur ou un des producteurs soit en mode oui, on aime, on veut faire ça, et go pour adapter. Sinon ils s'adaptent pas. Et ouais, non, City, en termes de production, forcément, bah, c'est du grand Kyoto Animation. Je sais pas si, du coup, toi, Whooper, t'as vu Ito. Si, moi j'ai vu. J'ai... C'est du bluff constant sur 13 épisodes. En fait, c'est très impressionnant parce que ce qu'ils veulent retranscrire, peu importe le type de gag ou le type de scène d'acting que c'est, ils réussissent, entre guillemets, à le faire comme ils veulent. Et ce qui est d'autant plus impressionnant, c'est que la série n'ait pas de sentiment de, entre guillemets, de répétitif ou quoi, sachant que, bah, on connaît tous Kyoani pour sa qualité de prod, mais évidemment, ça vient d'un super management et des line-up, entre guillemets, très petites d'animateurs, ce qui fait que c'est une team solide qui enchaîne les épisodes. Et justement, on a eu plusieurs donc storyboarders et réalisateurs d'épisodes qui ont travaillé sur plusieurs épisodes. Et malgré ça, malgré cette rotation-là, chaque épisode a son petit feeling unique tout en restant, tout en gardant en fait cette vibe de City. Moi, c'est ça qui m'a vraiment impressionné. Ça n'empêche en même temps pas de voir des fulgurances, entre guillemets, voir les qualités d'un ou d'un autre réalisateur. Mais du coup, tout le produit au global est vraiment agréable à regarder. Il y a quand même, si je peux me permettre, par contre, t'avais peut-être pas Bien fini. sûr, mais bon, n'hésite pas. Mais, N'hésite Juste, surtout c'est pas à une prendre la discussion, parole. non, non, non. Discute, hein. Mais j'ai pas profondément étudié la série, mais je lisais à chaque fois, parce que Kyoani partage, notamment son réalisateur, partage des infos sur la prod en anglais. Donc, ils le font en japonais, évidemment, mais ils le font aussi en anglais. Oui. Ils ont profité quand même d'une chance extraordinaire que aucun studio actuellement peut se targuer, c'est que l'auteur a littéralement passé des nuits avec le réalisateur ensemble, et que travailler avec une telle proximité sur une adaptation avec un auteur, enfin, c'est rarissime. Aujourd'hui, oui, on vous demande d'être de plus en plus fidèle. Ça, c'est quelque chose que je regrette un peu. D'être ultra fidèle, parce que maintenant, il faut adapter à la casse près quasiment. Je pense que c'est très dommageable pour l'industrie. Ça peut faire l'objet d'un autre débat. Mais du coup, oui, tu travailles en lien étroit avec l'auteur, qui peut alors non seulement te valider ou pas te valider, mais surtout, lui, c'était quelqu'un qui adorait Kyoani. Des témoignages qui sont indiqués, c'était quelqu'un qui connaissait le studio, ce qui n'est pas toujours le cas des auteurs. Hein. On croit que les auteurs ou les autrices connaissent tout. Parfois, ils lisent pas trop de mangas aussi à côté. Donc, imaginez les studios, imaginez les réalisateurs. Donc là, il était très content de pouvoir faire ça avec eux. Donc, je pense qu'il y a une part du succès qui est aussi dans cette relation. C'est drôle parce que du coup, même sur des anciens. Parce qu'à l'époque, il y avait aussi des vidéos où ça montrait un peu la production, de comment ça se faisait et tout. Enfin, ça montrait pas vraiment la production de Nichijou, mais il y avait un peu des making-of où on voyait Arawi littéralement avec eux faire des repérages, des trucs comme ça. Et du coup, c'est depuis toujours, depuis 2011 au moins, que bah, ils sont avec Arawi, ils adaptent son œuvre, et c'est toujours un peu, bah, comme est représenté Kyoani au global, c'est un peu une maison chaleureuse où tout le monde se connaît, tout le monde discute entre eux, et chaque pôle est relié entre eux, quoi. Et c'est ça qui fait aussi que la beauté un peu de l'œuvre. Et je trouve que dans City, il y a aussi bah, vraiment tout cet aspect de ville qui est relié entre elles. Chaque personnage est tout le temps, s'il n'est pas au centre, bah, tu le vois passer par derrière. Il y a toujours des références où les personnages ils sont tout le temps là. Et puis bah, la direction artistique, pareil. C'est un peu bah, c'est du flat, il n'y a pas de gros dégradés de comptes qu'on a l'habitude maintenant de voir sur les animés de maintenant. Il y a plein de petits détails avec les ombres qui sont en fait en hachure et des trucs comme ça. Pareil pour les flous. Enfin, franchement, c'est une œuvre où beaucoup
beaucoup d'aspects sont réfléchis et rendent superbement bien à l'écran, quoi. Et contrairement à ce que je peux parfois lire encore concernant QAnon, ils n'ont pas 8 mois pour faire un épisode et ils sont tous super sereins, ils vont se faire masser entre 2 cuts. Non, ils sont eux aussi confrontés à des délais compliqués. Voilà. Après, peut-être qu'il y a plus de talent, certainement, que les autres. Mais c'est pas non plus. Après, sur le blog, surtout Ishihara, il aime bien un peu faire croire. Parce que en vrai, lui, il parle beaucoup. C'est un des réalisateurs qui parle beaucoup et avec d'autres. Et sur leur blog, par moment, il dit ah non, là, on est à peine à cette étape-là, nanana et tout. Oui. Alors que plus tard, tu vois des photos où sur le screen, il y a écrit que le storyboard, ça fait 6 mois, il est fait. Enfin, il aime bien jouer un peu en mode de, ah non, là, c'est la galère et tout. Alors que bon, ils sont tellement à l'aise qu'ils font semblant que Ouais, c'est chaud. C'est ça. Ils aiment bien jouer sur C'est ça. un acteur. Mais en vrai, moi, ce que j'aime bien aussi avec Ishidate, c'est qu'il laisse un peu évoluer des jeunes qui repèrent. Par exemple, sur Violet Evergarden, Akiko Takase, la chara designeuse, avant qu'elle soit comme premier crédit en tant que chara design sur Violet, elle avait été repérée par Ishidate et il a décidé sur Hibike de faire un épisode où, sur son épisode, elle était animation superviseur. Et pareil pour du coup City, où il laisse un peu des nouvelles recrues. Genre, on parlera sûrement après du chara design de Tamami Tokuyama, ou pareil pour l'art director Shiori Yamasaki, si je dis pas de bêtises, ouais, Yamasaki. Où là, c'est pareil, c'est Ishidate, il réalise avec KyoAni un livre audio avec Evan Cole. Et pareil, la direction artistique, il l'avait repéré, il lui a proposé ce petit projet, et ensuite, de fil en aiguille, il lui a proposé de devenir sur le projet City, et le rendu qui est donné, franchement, c'est super cool, quoi. C'est sûr, et vous parliez tout à l'heure d'une direction artistique très, très particulière et très singulière. Il y en a un autre cette année qui a beaucoup marqué par cette direction artistique, c'est Ta Copie. Whooper, toi qui as vu Ta Copie, est-ce que tu peux nous parler de l'aspect animation de cette série qui a beaucoup fait parler? Ouais, c'est sûr que Ta Copie, niveau animation, j'ai envie de dire que ça s'arrête jamais, hein. En fait, on est tout le temps surpris, dans le bon sens du terme, bien sûr. Entre guillemets, le pire épisode niveau production de Ta Copie est assez proche, je trouve, du meilleur épisode en termes de production. Bon, alors, du coup, Ta Copie, qui a comme réalisateur principal Shinya Lino, de souvenir. Bon, alors, je vais pas faire le gars qui connaissait depuis longtemps. Moi, c'était la première fois que je le découvrais sur cet animé-là. Tu connaissais pas sur Dr. Stone, par exemple? Non, je le connaissais pas. Mais ça a été une mauvaise pub pour lui, Ah oui, malheureusement. non, mais ça, je suis d'accord. Ouais. Moi, c'est une C'est-à-dire qu'il est réalisateur de Dr. Stone? des premières saisons, ouais, des 2 premières. Ok, d'accord. En fait, Je c'est peux ça. suivre. Quand le projet a été annoncé, il y avait beaucoup de gens qui, du coup, bon, je suis un menteur en disant qu'il y avait beaucoup de gens, qui avaient un peu cet a priori par rapport à Dr. Stone, où on forçait de constater que malheureusement, c'est pas non plus la folie Ouais. en termes de production, quoi. Ouais, mais du c'est pas planche par zéro planche, non quoi. plus. Ce C'est serait pas- très c'est pas- malhonnête oui, de dire que c'est- c'est. Clairement, ouais. c'est pas zéro. Il y a un peu cette take qui est Mais ressortie surtout, quel pourcentage se trouve attribué au réalisateur de la qualité de la production finale en termes d'animation, surtout si... Non, mais comme après, il n'y a Dr. pas que Stone- la dans la réalisation. Oui, C'est pour c'est ça ça. que, en fait, dans le global, autre que l'animation, pour moi, Ino, il a pu en plus pour moi, il s'est un peu séparé de Dr. Stone quand il a réalisé l'épisode sur Frieren. Il avait fait un superbe épisode où justement, il avait pu montrer. Putain, je me souviens plus c'est lequel, je crois que c'est le 14 ou le 15. Je me souviens plus. Mais du coup, il avait eu un peu plus de liberté. Parce que je veux dire liberté parce que, on va dire, les conditions et la manière dont Dr. Stone était adaptée, Oui. elle laissait moins place à certaines choses que peut permettre la production de Frieren. Et c'est là où vraiment il a commencé un peu à imposer et à montrer que non, ce n'est pas forcément le réalisateur de Dr. Stone. Poucave, c'est le Watcher qui a commencé avec ça, à dire Dr. Steel. Voilà, je le balance, c'est lui qui a commencé à balancer ça, du coup tout le monde répète ça. Mais Je c'est sais pas s'il est encore là, s'il nous écoute derrière, mais J'en c'est sais ta rien. faute. Mais voilà, c'est évidemment un a priori. Dr. Stone, c'est pas non plus que des vues planche par planche. Tu te farcis malgré tout Shueisha derrière. Quand tu fais aujourd'hui, vraiment, je peux vous dire que Dr. Stone, c'est une licence compliquée. C'est une licence compliquée. Parfois, il y a des licences, tu peux travailler plus facilement qu'une autre. Ouais. Naruto, ils font 9 milliards de collabs avec des cotons-tiges, toutes les marques possibles. Parfois, il y a des licences, je peux vraiment vous garantir, c'est délicat. Je vous prends un exemple tout bête qui nous est arrivé. On voulait faire une couverture à un moment donné sur Spy Family.
il y avait déjà eu 3 couvertures sur Spy Family, donc les ayants droit ne voulaient plus de couverture Spy Family. Et toi, tu dis oui, mais si on fait une couverture Spy Family, c'est la promotion pour vous. Eh ben non, parce qu'ils estiment que s'ils achètent un nouveau magazine avec Spy Family en couve, ça va permettre aux lecteurs de découvrir d'autres licences qui sont dans le... Ouais, Donc d'accord. parfois, vous devez jongler avec des choses qui sont autres que artistiques, ou peut-être que le réalisateur avait des superbes idées autres pour Dr. Stone. Ouais. Donc, c'est pas si simple. Alors vous allez me dire, oui, mais ta copie, c'est aussi un titre Shueisha. C'est pas un titre c'est un titre Ouais, du Jump Jump Plus. Plus, ouais. Donc ce qui est encore un petit Ouais. peu autre chose. Mais il y a un peu plus de liberté, ça, ils sont un peu moins regardants. Ou ça dépend des licences. En fait, moi, je pense que Le gars important, pardon, je suis Non, désolé. vas-y. Et on t'a coupé au final. bah, C'est pas ta copie, c'est on t'a coupé, quoi. Carrément. C'est Elle est bonne, elle est bonne. Elle est c'est bonne. le producteur. Ouais. C'est un barjo. Mm. Bon, quand j'ai vu, c'est le gars de Pop Epic Team. Alors moi, je suis pas très fan de Pop Epic Team, mais c'est un vrai barjo. Il est allé, il voulait adapter ça en particulier. Non, c'est spécial. Hein. C'est la première prod du studio en réalité. C'est quoi le nom du studio? Inishiya, c'est ça. Ouais, c'est ça. La première prod d'Inishiya, ça. Alors, pour le coup, ils ont profité entre guillemets d'une très longue durée de développement. Mais enfin, le résultat en vaut la chandelle parce que c'est extraordinaire de bout en bout. Ouais, Selon moi, c'est le top de l'année. Moi, je le dis, c'est le top. Intéressant, ok. C'est le top de l'année parce que j'aime ce côté. Voilà, j'aime les déformations. J'aime ce genre de design-là. Mais Mais ce côté pas très clean, constamment. exactement. Nagara, on en parlera peut-être pour le Kara Design, mais de laisser aussi des traces. On parle quand même d'un enfant qui a connu des horreurs, donc ça fait partie aussi du jeu. Mais bon, pardon, j'étais vraiment trop coupé. Ouais, donc toi, Hooper, tu connaissais pas Shinya Ino avant, Ouais, non, avant de bon, regarder déjà, ta copie. Là, je vous remercie pour ce tunnel très intéressant. Pardon. Mais, Non, mais c'est hyper intéressant. C'est lui qui a oui, commencé. c'est intéressant. Je disais pas en C'est de la faute de foutant, Helker. Mais oui, du coup, moi, quand en fait j'ai regardé la staff list pour la première fois, bon, réalisateur inconnu de mon côté. Par contre, je savais que quand même les artistes qui gravitaient autour de cette production, c'était quand même du lourd. Et bah effectivement, ça n'a pas manqué. Hein. Pour entrer un peu plus en détail, je pense notamment à l'épisode 4, qui est vraiment le premier épisode qui m'a réellement marqué. Parce qu'il a déjà toutes les bonnes choses que permet la prod, donc voilà, une bonne animation, une bonne supervision des designs. Je ne sais pas si j'ai mentionné, mais du coup, l'épisode 4 est réalisé et storyboardé par Toya Oshima. Et ce qui m'a beaucoup plu et surpris, toujours d'une manière positive, c'est qu'il y a beaucoup de plans la première personne qui sont utilisés, donc des plans POV, et qui sont plus de ça très intelligemment utilisés. Les décors sont tout le temps plus dessinés par la main des artistes, ce qui est, pour moi, ça traduit en fait un peu toute l'ambition derrière le projet, parce qu'on sait que maintenant, les animés de nos jours ont beaucoup plus tendance à modéliser les décors en 3D parce que c'est un gain de temps énorme. Mais voilà, ici, ça montre encore plus, on va dire, l'ambition derrière le projet. Et ce que j'ai aussi pas mal aimé, c'est qu'il y a aussi beaucoup de plans utilisés avec une perspective très exagérée. Beaucoup utilisés aussi notamment dans l'épisode 1, pas que dans l'épisode 4. Et ça, c'est des techniques qui surprennent toujours dans le bon sens du terme et qui sont aussi maintenant beaucoup utilisées un peu par les réalisateurs en vogue. Je pense notamment par exemple Goso, réalisateur de la saison 2 et 3 de Jujutsu Kaisen récemment et qui utilisait beaucoup ça. Et alors que je pensais qu'on pouvait finalement pas faire mieux que cet épisode-là, l'épisode suivant me fait prouver le contraire déjà. Réalisé, storyboardé par, je sais pas si tu peux me dire son nom, Ito. Voilà, c'était celui-là. Et voilà, il est tout aussi bien, voire meilleur selon les préférences de chacun. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Je sais pas si vous, de côté, vous avez d'autres épisodes qui vous ont marqué ou vous souhaitez développer. Non, moi, en vrai, je te rejoins sur l'épisode 5 de Mori. J'ai giga apprécié sa réalisation sur Tengoku à l'époque. Il a une manière de storyboarder et de narrer qui, je trouve, est exceptionnelle. Et dans la façon dont il montre certains éléments en laissant en suspens vraiment l'explication claire et au spectateur de vraiment essayer de comprendre et à analyser. Et je trouve qu'il a une de ses forces là-dedans, ce qui fait que pour moi, en termes de narration et de storyboard, j'ai ultra apprécié l'épisode 5. Donc voilà. Avec, c'était dans cet épisode aussi où il y avait au début toute une... la mise en scène avec l'opening, là, ça c'était vraiment sympa. Pareil, ce petit ajout est vraiment cool, surtout quand on sait ce qui va se passer juste après, où on pense que enfin, et au final non. Mais voilà, donc
Très belle, Sachez que dans le chat, je vois plein de messages qui disent c'est hyper intéressant. Faites un podcast. Les gens ont l'air de kiffer la discussion, donc c'est trop cool. Tant mieux, tant mieux. Juste pour ouais, bien vérifier, sûr. parce que je me souvenais Tu- plus, c'est tu Monsieur accueilles les Soudo, le producteur, donc comme ça Ok, ouais. on lui rend hommage. Alors Shout il est out. aussi, vous allez voir qu'il est aussi sur Edgin, mais il n'avait pas du tout le même rôle. Je pleure beaucoup en voyant Edgin parce que j'adore vraiment ce manga. Donc. Mais ouais, en tout cas, hyper intéressant toute cette discussion sur ta copie. Et on parlait des angles de vue un petit peu spéciaux. Je sais qu'il y a un autre animé de cette année qui a utilisé un petit peu ces types d'angles particuliers pour certaines scènes importantes. On parle de Mono. Ito, toi qui as vu Mono, qu'est-ce que tu peux nous en dire et nous parler un petit peu de cet animé très spécial qui a beaucoup marqué l'année? Mono, ce qui est intéressant, en premier plan, c'est que c'est une production qui est faite au studio Swan, donc qui est un nouveau studio. Forcément, quand on voit entre guillemets nouveau studio, ça veut dire nouveau rassemblement entre guillemets d'équipes. Et donc, c'est plus ou moins, dans certains cas évidemment, donc, qui est dans ce cas-là, une nouvelle équipe que tu vas voir briller. Et ce qui était vraiment cool dans Mono, c'est que c'est une prod qui, en vrai, est un peu hétérogène. Pas dans le sens de sa production, c'est-à-dire il va y avoir des épisodes bien produits et beaucoup moins produits en mode des gaps visibles, mais en fait, comme chaque artiste va vraiment exprimer sa propre take, que ce soit sur les designs ou même l'animation, bah, tu vas avoir un produit qui, d'une partie A, une partie B d'épisode, ne va pas du tout ressembler à la même chose au niveau des corrections, de la façon de dessiner des visages et de l'animation. Mais au final, c'est très simple. En fait, Mono va garder le même but, c'est-à-dire exprimer par le chara-design, par l'expression des personnages, ou en utilisant certains éléments de décor, le caractère comique, le caractère entre guillemets horreur, ou justement essayer de viser plus ambitieux. Donc, comme la protagoniste utilise une sorte d'appareil photo qui fait des angles à 360 degrés, à essayer de jouer sur ça tant dans le dessin que dans le compositing. Et moi, c'est ça qui m'a vraiment impressionné. En fait, dans un épisode, tu peux avoir une séquence cool de cara-acting, entre guillemets, qui va pas te dériver du modèle, à une partie B où tu vas avoir des visages au trait complètement, comment dire, difforme. au zigzag ou des visages angulaires. Et tu vas avoir des sections d'animation qui sont juste des personnages qui bougent, à des séquences de skate de 30-40 secondes avec du BG anime animation de background en dessin pour suivre. Et du coup, le produit est très cool et c'est d'autant plus encourageant, une petite parenthèse / ouverture, parce que du coup, cette équipe-là, ce studio-là, et donc principalement cette équipe-là, a un autre projet qui arrive bientôt qui s'appelle Kamina Botan. Et c'est cool aussi parce que ça nous a permis d'avoir un peu une preview du talent des artistes sur cette production-là, qui ne démérite clairement pas. Hein. Je pense que sur Kamina Botan, le fait qu'aussi Koyoshinari en Karazen va potentiellement attirer des nouvelles personnes à s'intéresser un peu à cette équipe et à ce qui se trame autour. Donc je pense que c'est un des projets un peu cool à suivre. Je sais pas si toi tu étais au courant du projet, si tu avais passé le... Moi déjà, ce qui m'avait surpris sur Mono, c'est comment il s'appelle le réal, il est super jeune, il a 25 ans, 24 ans. Enfin, c'est une team jeune. Hein. C'est vraiment... Ouais. Ils sont tous... Et pourtant, c'est déjà abouti. Alors, moi, j'aime bien ce côté un peu irrégulier, tu vois, d'un épisode, qu'on soit off-model d'un coup, que ça ou pas. Moi, ça me plaît beaucoup. J'ai l'impression que c'est vraiment des gros fans d'animation, ils s'éclatent, en tout cas. Après, on verra. Se montrer sur Mono, c'est bien. Faire une carrière, c'est autre chose. Donc on verra jusqu'où ils vont aller, mais ça fait partie des talents qu'on surveille en tout cas. L'épisode sur la chaleur, c'est terrible, c'est extraordinaire. Oui, clairement. Le dernier animé de la liste, c'est My Dress Up Darling saison 2. Exceptionnel, moi c'est mon favori de l'année personnellement. Et donc Elker, qu'est-ce que tu peux nous en dire sur tout l'aspect animation de la série qui est très cool, hein. C'est une très belle prod depuis la saison 1. En vrai, ce que je peux dire, et je pense que beaucoup de personnes l'ont remarqué, et c'est cool, c'est que la saison 1 était vraiment ouf, et la saison 2 a réussi à faire mieux. Là où, très souvent, ça se casse la gueule, dans le sens où on a une saison 1 qui est super cool, et avec des grosses ambitions, et tu dis, ok, la saison 2, ça va être la même chose,
ont pris pour que ce soit la même chose et au final c'est potentiellement moins bien. Mais là, ils ont réussi à faire le pari de faire mieux que la saison 1 avec du coup des teams et des réguliers de la saison 1 qui reviennent sur la saison 2, mais du coup avec toute l'expérience qu'ils ont eue entre les 3 ans et les différents projets qui se sont passés. Une des informations les plus connues, c'est que du coup Umehara, le producteur d'animation, qui était qui a fait Wonder Egg, qui a fait My Dress Up récemment, c'était sur comment ça s'appelle, Elusive Samurai et même Bocchi. Ça fait que les gens l'attendent au tournant et se disent que dès qu'on va regarder une production où il est crédité, c'est que c'est forcément bien. Et là, pour cette saison 2, il n'était pas animé. Il avait filé le rôle à l'ancien production desk, Someno, Soshomeno. Ouais. Et ça fait que le mec a quand même réussi à faire une production giga ambitieuse avec le truc de Elusive Samurai qui ont pensé que les deux allaient se coller, donc ça allait être un peu chaotique. Et au final, c'est plus Elusive qui a mangé que My Dress Up. De loin. Je pense qu'on est content pour lui parce qu'il souffrait un petit peu de ce truc de c'est bien, c'est beau, et à la fin, on voit que, on se souvient de Wonder Egg. On a eu la chance de l'interviewer, Monsieur Umehara, et c'est vrai qu'il a très vite exprimé cette espèce pas de remords, mais de regret, de se dire, on arrive à avoir du monde, on arrive à faire très bien, et on peine un peu à finir. Donc peut-être que ce nouveau poste lui permet justement d'avoir côté plus de responsabilité, de mieux gérer cette partie-là. Après, parfois, ne pas avoir les mains dans le cambouis, ça te permet d'avoir un petit peu plus de recul. Peut-être que c'est ce qui a permis ça. J'ai pas étudié le projet honnêtement. Il faudrait lui demander. En fait, Umehara, même à l'époque de reprendre Wonder Egg, c'était quelqu'un qui était très actif. Et c'est ce qui a fait aussi que, au bout d'un moment, il a fait un peu une overdose. Et il s'est dit, OK, là, faut que je prenne du recul. Et après, en prenant ce recul-là, quand il est revenu avec Wonder Egg, c'est là où les gens ont quand même commencé à exprimer leur talent et tout ça. Il a une capacité exceptionnelle à repérer des jeunes talents et à réussir à leur tirer leur meilleure performance et tout. Et pareil pour Umehara, le fait que cette fois-ci il n'était pas l'anipé, et qu'il y avait quand même des gens qui disaient merci Umehara sur la saison 2. Il pétait un cap sur Twitter en disant mais je ne suis pas l'anipé, je suis le production desk, je n'en peux plus arrêter. Et du coup, ça me faisait rire de me dire que le mec, il est quand même en train de se dire bon les gars, arrêtez de me glaze, je ne fais rien là pour l'instant, ce n'est pas mon travail. Allez remercier les autres personnes, mais arrêtez de toujours citer moi, etc. Mais en tout cas, il y a toujours ce truc délicat dans ces projets. Je ne sais pas si ce sera comme ça toute sa carrière, mais il a quand même ce goût pour les choses délicates, pour les animés qui font un peu attention à tout. Tu vois, la moindre. Alors évidemment, après, il y a les artistes, etc. Mais en tout cas, pour l'instant, sur ses prods, il y a toujours ça. Donc c'est fort, en fait, c'est surtout la vision qu'il arrive à apporter, à insuffler tout le temps. Genre. En fait, même si on peut se dire c'est irrégulier sur certains projets. Ce qui est le cas de 99% quand même des prods au Japon. Quand même, avec l'aide d'un. T'avais pas de l'eau, je suis en train de mourir. Il n'y a pas d'eau malheureusement. Avec juste le nom d'un producteur, tu sais que quelque chose peut avoir une certaine qualité et ce genre de choses. Quoi. Je suis en train de mourir. Ouais, vite, fini comme ça. On a pris beaucoup de temps pour l'animation, on va peut-être prendre moins de temps pour Chara Design. Non, mais c'est hyper intéressant, donc c'est cool. Attends, il manque quand même une série. Non, t'inquiète, j'y arrivais. Donc on a fini pour les 8 nommés de cette catégorie. On va aller très vite sur ceux qui manquent, ceux qu'on aurait pu retrouver aussi dans la catégorie. On va passer à Design en étant un peu plus rapide. Mais donc Bruno, toi, il y en a un que tu aurais bien aimé voir dans la catégorie cette année. Bah oui, je pense très honnêtement que My Melo and Kuromi aurait dû être dans cette catégorie. Intéressant, dis-nous en plus. Rapidement, alors c'est vrai que c'est les personnages de Sanrio, pas de jugement, mais on peut se dire ils font généralement des productions pas toujours très intéressantes, mais c'est de la stop-mo extraordinaire. C'est Monsieur Misato, donc qui s'est révélé avec Pouy Pouy Molcar. Je pense que Pouy Pouy Molcar, ça avait un petit peu attisé la curiosité de chacun parce que c'était un peu chelou. Mais là, c'est extraordinaire. Il y a des courses-poursuites, ils te font de l'eau, ils te font des nuages, ils te font une tonne de choses. Il y a vraiment des scènes d'action extraordinaires. Et puis, ça me permet de placer un petit mot pour Junko Takeuchi,
qui fait la voix de Kuromi et qu'on connaît pour Gon de 99, donc avant Megumian, ou Naruto, ou sur Medarot. Mais vraiment, que vous aimez ou pas, Sanrio, ces univers un peu naïfs, parfois un petit peu stupides, c'est une qualité d'animation vraiment extraordinaire, 12 épisodes, fantastique. Et puis Last of Us, c'est quand même la forme première de l'animation, donc c'est bien aussi En plus, d'en goûter. je sais pas si c'est du coup une team de Whist, non? Alors c'est Tolku qui est une structure qui a été Ok. créée, qui semble être dédiée Affiliée. à... Voilà, après, Ok. j'ai pas Ok. regardé plus que ça, Non, parce que mais je me disais, en vrai, c'est rattaché à WIT, en effet. Parce que je me dis que du coup, c'était marrant aussi que, bah, tu sais, dans les teams de WIT, très souvent, on va te citer Okada Ah oui, par rapport à ça. Et en fait, quand tu creuses, tu vois aussi que, bah, moi, tu m'aurais dit par exemple, ça c'est WIT Studio qui est affilié à tout ça. Tu penses pas qu'il y a une team qui fait ce genre de Bah, projet? c'est comme, comment ça s'appelle, L'Enfant et le Maudit, donc j'ai oublié le nom en japonais. C'est un petit Oui. peu le même genre de structure un peu détachée, comme ça. Ouais, ouais. C'était très très bien, L'Enfant et le Maudit, vraiment, c'était superbe. Bref, voilà, Ouais. c'était My Non, non, Melo ouais. et Kuromi, Très, très qu'on a intéressant. regardé avec ma copine, que je salue au passage, on s'est bien régalé. Très intéressant. Il y en avait, je crois, un dernier qu'on aurait bien aimé citer, c'est Rurirox. Et Ito, est-ce que tu peux nous en Ah, parler c'est vrai, c'était rapidement Super, Ouais. c'est vrai que c'était marrant Qui parce que était 9, ouais. 8-9. Il aurait pu passer, il était très proche de passer. c'est ça. En fait, au moment de juger, c'était les deux derniers qui restaient étaient Ah oui. ou Mono ou Ruri. Il a fallu trancher. Bon, le jury On aurait pu enlever a Toby Rhodes. décidé. Ouais, bah, Oui, il je y vais en pas, a. je Ah, tu vais pas t'élives pas, m'opposer là. à ça. Il y a certains débats qui peuvent Mais, apparaître, mais du coup, mais ouais, Rurirox, c'est- rapidement. Rurirox, il y a le fait que ce soit Shingo Fuji déjà en réalisateur. Bon, Shingo Fuji, c'est à la moitié un réalisateur de talent. Il a un peu ce côté criminel. Bon, pas trop détailler pourquoi, mais Bah si, dis-nous, pourquoi Moi, je veux savoir. Hein. Genre ça comme ça. Après, il dit Parce que c'est un animateur Il à ne la base, précise hein, pas c'est un, plus. c'est un très bon animateur. Oui, hein. c'est ça. D'ailleurs, C'est un c'est une, animateur. c'est une série d'animateurs. hein. oui, oui. Oui. Et, clairement. et en plus, Fuji excelle vraiment dans tout. Genre, ses séquences de Naruto où il anime dans le combat final, le grand Kurama. Quand il était à Bones, il animait du mecha. Si tu bon. passes à Onima, il faut mettre On un peu d'eau sur la- on sur la parlera bouche. pas de son character acting, mais qui, bien évidemment, sur le fond, dans le principe, exceptionnel. Mais du coup, Rirox, ça a tout cet esprit-là de Shingo Fuji, de vraiment être super expressif. Et en plus de ça, c'est produit par donc, Bind, qui a déjà donc, dans les projets, donc, dans les précédents projets, réuni certains animateurs qui sont restés bosser avec Fuji, mais bien évidemment. Onimai qui a rassemblé entre guillemets le plus d'animateurs qui sont C'est le restés studio sur- de Mushoku. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais lui, c'est un enfant de Kojima, c'est un enfant de Medina Abyss. Oui, c'est ça. Ouais. Oui. Exact. D'ailleurs, Shinya Ino était assistant réel sur Made in Abyss. Oui. Mais- Intéressant. En fait, je cherchais l'œuvre et là, tu Oui, non, mais c'est ça. C'est ça. Mais du coup, tous ces animateurs-là qui petit à petit se sont accumulés sur les anciennes prods de Bind, où notamment Fuji était très présent. Bon, finalement, Onimai, où il a eu sa réalisation, on les retrouve ici. Et en fait, ils sont un peu, entre guillemets, comme Fuji dans l'esprit de l'animation, tu vois. Ce côté très expressif, mais très souple dans la façon d'animer squishy. d'animer les personnages. Et donc, du coup, on a eu plusieurs épisodes avec ce style-là, avec cette idée-là. On a un petit plus, parce que Rurirox se focalise sur la minéralogie, sur la cristallo, etc. Et il y a eu des designers et des superviseurs recrutés spécialement, donc que ce soit pour maintenir le minéral fixe ou évidemment dans son mouvement, etc., tout en gardant son volume, permettre que ce soit agréable au visuel. Ouais. Et c'était un bon produit, enfin un très bon produit, une très très bonne production qui n'a pas vraiment eu de bas dramatique, donc qui méritait tout à fait Ouais. sa De présence. toute façon, on va en reparler de Rurirox puisqu'il est aussi nommé dans Chara Design. Mais donc, on a parlé de tout ce qu'on a apprécié cette année dans meilleure animation. C'était un peu long, mais il y a encore beaucoup de gens qui sont restés, donc ça fait plaisir. J'espère que ça vous plaît toujours. Et on va aller un peu plus vite sur Chara Design puisqu'on est déjà un peu en retard. Mais donc, je vais directement te relancer, Ito, sur Rurirox, qui est pas nommé dans meilleure animation, mais qui est nommé dans meilleur Chara Design. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des travaux réalisés sur le Chara Design de Rurirox? C'est vrai que l'ironie du sort, du coup, c'est que Chara Design et animation, les
la dernière place, c'est hésité à chaque fois avec Mono, et l'un est passé dans l'un et l'autre est passé dans l'autre. Rurirox, le Cara Design, donc c'est Madame Mayu Fuji qui est à la charge des designs. Et c'est assez intéressant parce qu'elle a. En fait, sa carrière a, disons. Enfin, elle a eu ce poste, entre guillemets, assez rapidement après avoir accédé à ses premiers rôles de superviseur de l'animation. Il me semble que jusqu'à à peu près 4-5 ans, elle faisait encore de l'in-between, donc des intervalles, ou du second key animation, donc du clean de layout. Rurirox, en Cara Design, ça respire aussi le Shingo Fuji. C'est super expressif. Les visages sont très ronds, sont très malléables. Et c'est un peu ce qu'on voyait aussi dans son précédent projet, alors que le designer était tout à fait différent. Donc il y a vraiment cette idée-là. Et pour une première, c'est vraiment impressionnant en fait, de pouvoir transmettre autant de choses par ton Cara Design qui peuvent être adaptées en animation. Je trouve que c'est une prouesse que Fuji a accomplie sur ses designs. Elle garde tous les volumes. Oui. Tu vois, je trouve qu'elle garde Oui. bien les volumes. Alors, je dis pas ça parce que ce sont des personnages qui ont des formes. Non, oui, on parle Non, oui. c'est vrai, parce qu'il y a ça, Ouais, mais c'est bien précisé. il y a vraiment tous les volumes. Je me souviens de cette scène où elle descend les escaliers, là, comme ça, avec Avec sa la robe. Ah, c'est exceptionnel. C'est super bien fait. Je sais plus dans quel épisode, je me souviens plus. Mais il y a quand même des corpulences, mais là, quand on voit les images qu'il y a à l'écran, on voit encore qu'il y a des volumes, on sent le poids des choses et tout, c'est vraiment très bien fait. Oui, c'est... Et c'est pas quelque chose qui se perd lorsque ça bouge en Oui, plus. c'est Donc, ça. Et même quand tu regardes les visages, tu vois que il y a certaines parties, donc notamment les yeux, qui sont vraiment très très imposants. Et là où des fois ça peut entre guillemets entraver ton design dans la forme d'exprimer le visage, ou par exemple quand tu veux sortir du modèle ou faire des 3/4 de profil, être compliqué à adapter, ouais. ça ressort globalement bien dans Rurirox, et au contraire ça fait ressortir l'intérêt, la passion qu'on Sans trahir le trait d'origine, hein, parce Oui, que, oui, au c'est- final, le trait d'origine, Il est toujours présent. ouais, enfin c'est par rapport à l'œuvre originale. Il y a Ouais. pas de- Du coup, remarquable design, Mm. pour sûr. On a retrouvé d'autres designs très expressifs sur des séries comme City, par exemple, où il y a aussi ces rondeurs. Et LKR, j'ai envie que tu nous parles un petit peu des designs de City. Pourquoi est-ce qu'ils sont aussi bons Non, je peux dans en la série? parler. Tu vas pas en parler. Let's go, on passe à la Manchester suite. City, alors. Allez, glaze un petit peu là, glaze un Non, petit peu. encore une fois, Ishiyate qui spot un artiste et qui te dit bon bah toi viens ici, Tokuyama, tu vas faire mes designs pour ma série. Et premier design, cette fois-ci à l'inverse de ce que avait fait Nishiya, le regretté Nishiya, Futoshi sur Nichijou, cette fois-ci là où Nishiya est vraiment un monstre sur l'anatomie et sur comment réussir à faire bouger ces personnages. Cette fois-ci, sur City, il y a vraiment ce côté à retransmettre le design de Harawi. Et c'est franchement super bien réussi. Chaque perso a ce trait de caractère que tu arrives à cerner rapidement. Et chaque perso a vraiment ce côté très... parce qu'en fait, du coup, tu disais que le simple n'était pas facile à animer. Je trouve que là, c'est la même chose. C'est que tu as ce côté très simple et pourtant, tu fais genre la joue un peu trop pointue ou un peu trop arrondie. Tu perds totalement l'essence même du design. Et c'est là que je trouve que le taf, on revient sur le taf d'animation de juste avant, est monstrueux et ça arrive à conserver cette esthétique. Faut pas faire une erreur quand on parle de Cara Design, c'est pas on jauge pas est-ce que les designs des personnages sont bons, pas bons, c'est est-ce que l'adaptation qui est faite des designs est intéressante, mal faite, est-ce qu'on perd quelque chose? Je sais pas si Gachakuta est dans le Oui, est dans Gachakuta, c'est intéressant à traiter. Bon, peut-être qu'on en parlera après. Mais néanmoins, même s'il y a peu de traits comme ça, il faut réussir à le retranscrire, à bien capter la rondeur. En termes d'adaptation et de modernisation aussi, il y a Yaiba. Ouais, Yaiba, c'est un bon travail sur exemple. les designs à ce niveau-là. C'est un bon exemple parce que c'est bien, vous avez mis les extraits pour qu'il il y avait juste qu'il 2-3 boobs. Je sais pas qui a choisi les images et là. Mais c'est vrai, le trait de Monsieur Aoyama, alors il a pas mal changé quand même, mais je trouve que ici, c'est paradoxal, mais ils ont réussi à le rendre encore
plus rond, et lorsque l'action se veut nerveuse, c'est triangulaire, c'est des Doritos. Donc, pareil, encore une fois, cette question de versatilité, moi j'aime beaucoup. On perd rien de l'esprit de Aoyama, il y a toujours quand même ses gimmicks, et à la fois, il y a quand même des habitudes bien prononcées de Kameda ou des artistes qu'il aime, avec certaines grimaces. Alors, il n'y a pas que le héros, il y a des personnages qui sont un peu plus chargés, il y a des personnages qui sont très massifs. On peut voir là vraiment, pour moi, c'est vraiment une déclaration d'amour à Imaishi, avec certaines ombres comme ça qui sont placées. Bah ouais, c'est vraiment son aspect comique qu'il a récupéré. Totalement, tu vois, il a vraiment récupéré. Tu sais, quand ils ont vraiment des têtes un peu moqueuses. C'est que des corrections de Kameda d'ailleurs, en vert là. Ah ben ouais, c'est C'est vraiment beau. Ouais. Donc le trait déjà de base donc de Monsieur Aoyama, c'était pas si facile que ça de réussir à l'adapter, mais Kameda est quelqu'un au final qui arrive à absorber beaucoup de styles différents. Il est vraiment très fort pour ça. Et puis, est-ce que ça fait plus moderne? Je sais pas, mais quand ça bouge en tout cas, c'est bien impactant. Donc très fort ce qui a été fait sur Yaiba. Et pour tous les personnages, hein, parfois il y en a qui souffrent un peu plus. Là, je trouve que c'est bien régulier. Mais je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment une des prods les plus remarquables. Mais également, tu parlais de Gachi Akuta, qui voilà, pareil, dans cette idée-là d'adapter les designs Quel qui sont enfer. très intéressants. Ouais. Quel enfer de devoir adapter ça. Ouais, ça c'est. Je pense que Ito, toi, tu as des trucs à dire par rapport à cette adaptation avant des de designs. avant de parler des CD en eux-mêmes, je tiens à tenir que j'étais genre subjugué par la manière dont le staff a réussi à maintenir le plus possible cette fidélité au design pendant genre du 2 cours consécutifs. Bon, en vrai, on parle du 2 cours consécutifs comme si c'était le challenge d'une vie. En soi, ça l'est un peu quand même. Enfin, peu importe l'époque, ça reste quelque chose. Mais vu la complexité des designs et vu tout ce qu'ils font pendant la saison, c'est-à-dire, enfin, ils traversent par toutes les émotions, de l'action à de la scène de vie classique. J'étais subjugué de voir que le staff a réussi à ne pas s'en détacher et à ne pas nous faire voir du crash complet, alors que pourtant c'est vraiment genre quand ça melt, tu le vois parce que les designs ont des traits très caractéristiques, les lignes du bas du visage qui sont grasses, différents layers d'ombre à certaines parties du visage. On parle pas des détails sur les yeux, il y a pas mal de parties du Et même les Là, visage. il y a tous les outils, ennemis tout là. ça, hein. Pour moi, là, il y a tous les ennemis des animateurs. Déjà, Oui, prends-toi c'est ces coupes clairement. de cheveux du futur, des habits, des trucs, des habits par-dessus des habits. Enfin, c'est un calvaire. Madame Urana est une magicienne. Mais même au sein même de ces planches, ça varie énormément. Alors là, avoir réussi à consolider tout ça, ça bouge quand même très correctement, Oui, Kachakuta. oui, Tout à fait. Donc, non, Après, il y avait c'est- quand même une rotation de CAD constante sur le projet, sur les 2 cours, quoi. Avec Ishino qui est un monstre. Mais Ishino, tu regardes son CV, c'est impressionnant parce que Dead Live, enfin, il te fait n'importe quel design. J'ai oublié une série aussi Godzilla. avec les filles. Tokyo Mew Mew. Non, pas Tokyo Mew Mew, j'ai oublié. Mais il arrive à t'absorber. Moi, honnêtement, quand j'ai vu le nom de Ishino, au début, ça m'avait un petit peu surpris. Et après, en vrai, tu regardes, il a absorbé une tonne de style. Et bravo sur celui-là. Oui. Et je crois, je sais plus qui c'est qui m'avait dit ça, mais que le fait d'avoir Bones Film aussi à la production, ça permet. En fait, les studios, vous savez, ils ont un nombre de contractants à respecter. Par exemple, je sais pas, vous prenez TMS, tel studio, c'est le studio qui va faire Shogakukan. Tel Ah oui, studio, oui, oui. c'est le studio qui va faire Shueisha. Je crois savoir que pour Bones, ils avaient, je te dis n'importe quoi, 6 séries de Kodansha à adapter. Ils étaient arrivés au bout du quota, oui, mais du coup, il y a Bones film. Bon, là, ça permet de faire une autre série de Kodansha. Donc, il y a des petites astuces comme ça qui permettent au studio de récupérer les adaptations. Mais ouais, mais moi, ça m'a vraiment impressionné parce que, en vrai, c'est vrai que quand je pense à Ishino, je pense à tous ces designs qu'il a fait donc courant des années 2000, même 2010, etc. Et je pense à ces trucs que j'ai plus vus et qui sont liés à Bones, donc Aiko Incarnation, bon, peut-être pas connu comme Oula. étant une glorieuse production, mais avec les designs d'Ishino et une autre, pareillement, qui s'appelle Captain Earth. Et en fait, il y avait vraiment des gimmicks d'Ishino qui revenaient sur la forme des yeux, sur les visages pointus. Ici, il mettait des lumières, etc. Et en fait, j'étais surpris parce que, genre, on le retrouve pas, mais on le retrouve pas tant que ça ici, mais en même temps, il y a un travail d'adaptation qui est vraiment sublime et qui en même temps maintient le volume que Ishino peut faire dans ses designs d'avant. Du coup, j'ai été surpris. Et deuxième chose, j'aimerais mettre la lumière sur Yoshino Matsumoto, qui est donc la sub-character designer. Alors, dans une interview, elle avait dit
les designs dont elle était en charge et même dans ses tweets. Donc on retrouve, pour ceux qui ont vu la série, qui sont familiers avec les personnages, le personnage de Amo qui apparaît dans le premier cours, ou par exemple, parmi les antagonistes, et j'ai oublié le nom de clan, c'est les Arashi en japonais, mais je sais plus c'est quoi en français. Mais du coup, elle a designé Nelde, donc la fille avec la longue queue de cheval blonde. Elle a aussi designé Gita, donc qui est le petit personnage avec son costume de dinosaure. Dino. Ouais, et en fait, genre aussi au-delà du design, elle était CAD. On a pu voir quelques-unes de ses corrections et au-delà d'être une illustratrice vraiment au niveau hors pair, elle réussit aussi à maintenir le trait sans enlever le caractère animation. J'ai été vraiment surpris, surtout que Matsumoto, en vrai, c'est son premier rôle en tant que character designer, et elle passe après Ishino, qui a plus de 30 ans d'expérience dans le domaine. Elle n'est pas passée superviseur de l'animation régulière aussi vite que ça, même si elle a eu des rôles. Et donc, c'est une vraie découverte, parce que dans l'animation, dans le dessin, même des animateurs qui bossent, qui reçoivent des corrections de Matsumoto disent « Mais attends, mais c'est incroyable en termes d'anatomie, c'est incroyable en termes de traits, genre le visage est parfaitement on model, il y a le volume qu'il doit y avoir, c'est très très bien jaugé. » Et donc du coup, moi j'étais vraiment surpris par ce que nous a proposé Madame Matsumoto. Et Sub-Character Designer, je n'attends de voir que ses prochains travaux, si possible. J'aurais bien aimé voir Umakoshi, moi, sur ces designs. Ah, bon, ça Ah, a ouais, été en vrai, exceptionnel. Mais tu vois, ils sont tellement chargés. Mais comme, je sais pas, j'ai une petite vibe un peu cachée en envoyant. Non, mais en vrai, ouais. Après moi, je te coupe juste 2 secondes et après tu continues. Mais pour moi, parce que souvent on va se dire, ouais, les designs sont giga détaillés et pourquoi ils figurent là-dedans du coup. Moi, je trouve que pourquoi ils y sont, c'est aussi le fait que malgré cette force-là, l'équipe entière, en fait, c'est aussi pour récompenser un peu tout ce qu'il y a autour, a réussi à superviser le truc sans que ça se casse vraiment la gueule avec des designs horribles, genre bon, le tapin de citer Gohans avec leur design aux cheveux avec mille traits. Mais et donc au c'est un final, travail c'est collectif, horrible. quoi. Mais en vrai, pour remercier, enfin pour féliciter surtout le travail collectif qui s'est fait autour, je pense que c'est pour ça. Et une des raisons de pourquoi il a été sélectionné malgré la complexité des designs. On peut dire une dernière chose, c'est que Kodansha, qui se retrouve, c'est un titre de chez Kodansha, ils sont particuliers, ils sont vraiment en train de pousser certaines prods pour avoir la meilleure vitrine possible. Par exemple, vous aimez ou vous aimez pas, sur Shangri-La, ils ont très rapidement annoncé qu'ils allaient être à fond dessus. Je sais pas si les résultats sont là, mais j'ai cru comprendre que Gachakuta, ils espéraient bien que ça fasse partie des vitrines. La team de Bones Film, en vérité, ça, dans l'animation, ça change pas grand-chose, mais l'équipe A est vraiment composée d'une team. C'est un mix de vétérans comme Koichi Horikawa ou Kenji Mizuhata, qui travaillent avec le studio depuis sa création, ou même de nouveaux comme Yuhito Yamai, Asuka Arahari et d'autres, qui, eux, sont des, entre guillemets, purs produits de leur département de training d'animation. En fait, c'est une équipe archi forte. Ça surprend, mais en même temps, ça surprend pas tant que ça. Mais au final, tout ce qu'on en retient, c'est que c'est splendide. Et un Chansard qui a brillé aussi là-dessus, comme d'hab. Hein. Il a eu son Moi, petit j'ai moment retenu la séquence d'Angèle Kali. J'étais sûr qu'il allait dire ça. C'est vrai. Ouais, C'est vrai. Mais moi, j'avais envie de lancer Hooper sur un autre animé nommé, c'est Ta Copie, avec l'adaptation des designs de Tyson 5. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de Ta Copie et de l'adaptation de design par Keita Nagahara? C'est ça, effectivement, par Keita Nagara. Alors, c'est quand même des designs assez détaillés, assez lourds. Finalement, ça sert assez bien au propos de l'histoire, hein, parce que j'ai l'impression que quand tu regardes les designs, tu peux déjà un peu t'attendre à l'ambiance générale de l'animé. Donc, en ce sens-là, c'est vraiment très très cool. En plus de ça, sa transposition dans les épisodes est vraiment bonne. C'est vrai c'est quelque chose qu'on peut pas vraiment prendre pour acquis, parce qu'on sait que maintenant il y a tellement d'animés qui ont des designs de base qui sont super, mais les superviseurs de l'animation n'ont pas forcément réussi à soit par manque de talent, soit par manque de temps, à bien les transposer. Donc là, ça c'est quelque chose qu'il faut évidemment toujours féliciter aux équipes derrière. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est des petites choses qui sont mes goûts personnels, hein. Mais par exemple, il y a très peu d'ombre dans les cheveux des personnages, donc on voit vraiment bien les lignes des cheveux. Ça, c'est quelque chose que particulièrement j'aime beaucoup.
J'aime aussi le fait qu'ils n'hésitent pas, selon bien sûr le contexte des scènes, à jouer un peu avec les outlines des personnages, donc les lignes de contour, je pense qu'on peut traduire comme ça, avec un espèce d'effet crayonné où tu sens que l'animateur il a vraiment appuyé dessus, et ça renforce encore plus les designs sur certains moments de l'histoire. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Je sais pas si il y a Et- d'autres choses qui vous ont marqué sur. Ils ont Sur gardé ça. un maximum de traits possibles. Mm. Voilà, c'est ça le plus impressionnant sur ta copie. Et c'est tout le long. Ils gardent un maximum de traits possibles. Parfois, c'est quand même s'il y a beaucoup de déformations, etc., à certains moments, c'est une animation dite réaliste aussi. Et là, pareil, ils sont pas à l'économie. Donc c'est dur parce que plus tu gardes de traits, bah, ça alourdit tout le process de travail. Donc, non, moi, je pensais. Quand ça a commencé, je dis mais ils vont tenir tout le long comme ça, et ils ont tenu tout le long comme ça. Il y a peut-être le dernier épisode qui est peut-être pas aussi fou C'est que Ino. c'est tellement fort avant, tu vois. Mais intrinsèquement, c'est évidemment un fort Après, épisode. en soi, parce que tout à l'heure, tu parlais aussi de ta copie, comme quoi la production avait quand même démarré il y a quand même longtemps. Sur la fin, ils sont morts. Littéralement, tu voyais des tweets de j'ai envie de mourir, quoi. Ça se, enfin, En fait, entre là, guillemets, ça se voit. Je crois. Entre guillemets. En fait, là, du coup, je vais pas vraiment dire que c'est Mm. ce que. Mais de souvenir, vraiment, le dernier épisode ou les deux derniers, Ouais, c'était bah, un peu c'est- sur la ligne rouge, quoi. Bah, c'est pour ça qu'ils Ils se sont fait rattraper, ils sont malheureusement, moins- et- ouais. Et vois. je crois que c'était Toyo Oshima où ça se plaignait, quoi. Parce que ils étaient en train de souffrir de fou. Mm. Bah, En même temps, vu toute l'ambition qui a été mise, Mais c'est leur première prod comme ça. Enfin, oui, ils ont, aussi. c'est jeune studio, ça a même pas 3 ans. Enfin, Ah oui, non, mais clairement. et t'imagines, tu commences. clip MV à ça. Oui, alors ils ont été très impressionnants hein, sur Oui, leur ah clip. oui, Ils ont clairement. été, d'ailleurs, ça a été leur meilleure vitrine, ça a été Ah leur bah, meilleure c'est- promotion. Mais néanmoins, quand tu travailles sur des formats aussi longs, c'est pour ça que quand j'ai vu le premier, je dis mais ils vont tenir comme ça tout le long. Mais là, ils Ah, ont sorti bravo. un nouveau. Là, il y a une nouvelle adaptation là qui va être faite. Bon, je sais plus le nom, c'est quoi. Mais si, c'est Ça a été annoncé. Girl Crush. Ah oui, voilà, c'est ça. Et Girl Crush, qui est un super manga d'ailleurs, allez l'acheter chez les potes de Shiba Edition parce que c'est un tout petit éditeur belge et vraiment il travaille très bien. Ça va être une matière intéressante à adapter, avec pour le coup beaucoup moins de traits, avec une stylisation encore plus forte. Mais c'est Moi, très ça- excitant ça- à voir. ouais, ça va être super intéressant et surtout avec le contraste qu'on a eu avec ta copie. J'ai hâte de voir ça, quoi. Ouais, pour le coup, c'est vraiment un autre jeu, un autre Mm. exercice technique. Ouais. Ouais. Et Et, Keita Nakahara vient de Kyoani. Voilà, je voulais juste. Oui, c'est vrai. C'est juste placer ça comme d'habitude. Non, mais ça, c'est Ah, ouf. faut bien. Le Il faut prouveur, mentionner. putain. Mais on a parlé beaucoup d'adaptations de design, mais il y a aussi des animés originaux dans la liste, notamment Apo Hotel, Hmm. Apocalypse Hotel. LKR, qu'est-ce que tu peux nous en dire sur les designs Alors, les designs, ils sont cool. Enfin, En Merci vrai- beaucoup. En vrai, il y a eu surtout un travail de pré-prod de fou. Il y a eu, je crois, je sais pas si c'est connu, mais il y a l'anecdote comme quoi déjà le projet original était pas censé sortir parce que de base c'était à Lidens Film et entre temps il y a eu le Covid. Et Lidens Film malheureusement c'était pas un studio qui pouvait vraiment se permettre de récupérer le projet et de le faire. Et du coup tu as le CEO de Cygames qui lui était déjà un peu rentré dans le projet et qui était en mode attends mais moi je veux continuer ce projet, il a l'air trop cool. Et du coup il est venu jusqu'à aller voir les producteurs au-dessus qui gèrent leur studio, qui est Cyber Agents, qui d'ailleurs gère aussi le studio Kerm, le studio de Kameda et de Okada. Et du coup, il lui a fait moi je veux le projet, aide-moi à l'avoir. Et le producteur de Cyber Agents, il a fait en vrai le projet a l'air cool, même s'il y a un monde où c'est complètement à perte, go le faire. Du coup, il s'est mis à fond. Le CEO littéralement est vraiment impliqué dans la prod, genre dans ce qui est le script et tout. Ouais. Et Izumi Takemoto, qui est du coup le CD originel, il est quand même populaire à un certain degré, à une certaine fanbase, mais ses designs sont facilement reconnaissables. Et du coup, l'adaptation qui avait été faite par. C'est quoi le nom déjà de Natsuki Yokoyama, en fait, garde cet attrait de Izumi qui est vraiment très, très rond et un peu et simple. Et tout ce qui est aussi des robots, des personnages, des tanuki, tout ça, ça reste très Izumi et c'est ce qui rend les designs super attrayants et cool à Il y a une regarder. grosse quoi. variété de design, surtout. C'est ça. Et là, dans la sélection, on a aussi un anime très intéressant à parler, parce que c'est G-Quax, Gundam G-Quax. Whooper, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, nous parler du processus de comment se sont faits ces designs et qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, alors J-Quax, bon,
je vais laisser Ito parler de ses robots. Moi, je vais rapidement parler des personnages, on va dire. Alors, je sais pas exactement tout le processus derrière. Moi, je vais juste donner mon ressenti à moi quand j'ai regardé J-Quax. Bon, déjà, si on compare par exemple à ta copie, on est sur un autre registre. Là, on est plutôt sur de la simplicité, avec moins de lignes, mais qui sont tout aussi bien placées. Et personnellement, moi, c'est une esthétique que je préfère plus. En plus, dans J-Quax, on va dire que les formes sont assez arrondies, j'ai envie de dire. Et moi, ça rappelle beaucoup un style d'un artiste que j'aime beaucoup, c'est Takashi Kojima. Euh, voilà, et c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur J-Quax. Moi, c'est mon coup de cœur un peu de cette année 2025 en termes de design. C'était osé. Et voilà. Franchement, on peut dire que c'était super osé quand même de reprendre la première série de Gundam et de mettre ces designs-là. Ouais. Enfin, je sais pas, ça me paraissait pas être évident, se dire absolument on va prendre quelqu'un comme Take. Donc déjà, moi j'aime beaucoup. Quand arrive la transition, tu te dis tiens, ça fait un peu bizarre, mais franchement, je trouve que c'est super réussi au final. Parce que même si c'est un peu plus simpliste, c'est jamais facile. Ils font pas pareil, tu vois. Ils vont quand même. Les persos sont un peu plus branchés, alors un peu plus jeunes. Lisez l'Anime Land, ils en parlent beaucoup. Le réalisateur en parle beaucoup. Pourquoi ils ont pris des personnages aussi jeunes aussi. Mais ouais, franchement, un pari gagnant qui était risqué, je crois. Après, je dis peut-être de la merde, mais par rapport avoir pris des jeunes, enfin avoir fait sur des jeunes, c'est par rapport aussi à tout ce qui est Tomino, tout ça, non? Bah, c'est déjà d'avoir mis. Enfin, je veux pas trop spoiler, mais Ok. Allez, quand même. Non, mais c'est même pas ça. Mais globalement, dans la première série Gundam, t'as pas énormément Ah, j'ai plus le mot. Ah mon dieu, honte à moi. Les personnages spéciaux de Gundam, les. C'est quoi J'en ai pas ce terme non plus. Mais si, ce qui fait tout le sel de Gundam, ces personnages si particuliers, ces humains supérieurs. Oh, j'ai New plus le mot. Type. Les New Type, merci. putain, ok. Alléluia. Il y a très peu de New Type, donc là déjà il y en a énormément quand même dans cette première série. Ouais. Bon, on te met quand même deux personnages féminins aussi. Alors tout le monde a dit oui, mais c'est parce que il y a eu la précédente série. Non, c'était déjà anticipé. Oui, Bien oui. avant. Donc bon, tu reprends la série de 79 et tu rajoutes ces trois éléments-là, c'est-à-dire on va mettre sur un trio deux personnages féminins très jeunes, qui sont des new type. Bon, ben ça change quand même pas mal la donne par rapport à cette première série. Et en plus avec ce genre de design-là. Alors évidemment, après il y a plein de choses qui corroborent aux séries Gundam, l'injustice qui fait que le personnage monte dans le robot, etc. Ça, ok, on a bien saisi. Grand classique. Ouais, Mais quand c'est ça. même, sur la forme, bah, c'était bien joué. J'aime beaucoup trop le design de Machu. Je le trouve vraiment trop cool. Bah, après, c'est très FLCL parce que, Ouais, ok, on en a parlé, Je kiffe trop. tu vois, mais bah oui, c'est un mariage. Pour le coup, je pense que c'est un vrai mariage. Là, ça fait. Ouais. Ça marche bien. Moi, ça m'a fait plaisir parce que, en fait, même si sur du Gundam, c'est littéralement pas ce à quoi on peut s'attendre, le Take Tsurumaki, c'est pas la première fois qu'on l'a vu. Et quand je l'avais vu, bah, j'étais trop content du projet. Il me semble que ça s'appelait I Can Fly Day by Day. C'était un projet de Japan Animator Expo, donc des petits shorts. Et bah, le fait de donner ce caractère vif et expressif, que ce soit en couleur ou dans le visage, ça m'a énormément plu, tu vois. Et c'est du contraste avec du Gundam. Mais Et tu vas passer à autre chose? Je l'ai passé au dernier de la liste, mais Ouais. je te laisse rajouter. Petite parenthèse sur Ouais. les mecha design. Ouais, Alors- c'est important quand même. Ouais, ouais. Moi, j'ai été ébloui parce que, alors je sais que, bon, beaucoup de fans de Gundam et donc des avis très tranchés, certains qui ne sont pas du tout convaincus par la take de Monsieur Yamashita, entre autres, sur la série, parce que, bah, contrairement aux autres Gundam qui ont une tête vraiment typique, voilà, je pense notamment aux antennes vraiment angulaires, la forme du visage, Agressif. les jambes, quelque chose de voilà. Je crois que ça va opter pour quelque chose de beaucoup plus tridimensionnel et avec des formes beaucoup plus géométriques pour composer le corps des personnages, pour composer même leurs jambes, etc. Et quand j'ai vu que ce soit les travaux de Monsieur Yamashita, donc notamment pour le J-Quax, le J-Fred, ou par exemple les nouveaux Aku, entre guillemets, mais aussi les travaux de Monsieur Maeda, par exemple, j'en dis peut-être trop, mais il y a un Psycho Gundam dans la série. J'ai vu les croquis de Maeda dans le détail. C'est un monstre, mec. En fait, Ah, c'est Maeda est trop en même temps d'être un vent de fraîcheur sur la série Gundam, ça propose cette tridimensionnalité
et ce caractère géométrique qu'on voit pas tellement surtout dans les Gundam originaux. Enfin, le RX-78 ne ressemble à rien à ce que Hito Yamashita nous propose. J'ai été émerveillé. En fait, c'est une take qui donne un fil très moderne, mais en même temps, quand tu vois le trait de Maeda, tu vois... Il garde cet aspect, quoi. Mais il y a eu vraiment cette liberté. C'est-à-dire que Tomino n'a pas vérifié une page du. Enfin, il n'y a pas eu le contrôle fric de Tomino. Et même si évidemment Arnaud est là, c'est plus une série de Tsurumaki. Enfin, tu vois, c'est vraiment une série de Tsurumaki. Donc, c'est pour ça que je parle d'un mariage. C'est vraiment un mariage et aussi une déclaration d'amour parce que c'est des fans de Gundam, tu vois. Ils partagent leur amour, en fait. Mais franchement, là, comme ça, on réfléchit rapidement. Il y a eu quel genre de mariage identique on a eu sur ces 20 dernières années. Franchement, j'en trouve pas beaucoup. Là, tout de suite, je saurais pas. Non, mais tu vois, personnellement. Non, mais c'est vrai. Te dire d'avoir un autre studio qui prend une licence à un autre studio, bon, certes, même si Sunrise a ouvert un peu les portes depuis quelques années, en vrai, c'est quelque chose d'extrêmement rare, tu vois. Quelque chose d'extrêmement rare. Donc, bravo. Non, mais c'est top et je pense que c'était important d'en parler autant en détail. Et toi, tu nous as pas dit ce que tu pensais. Moi, ce que je pensais, je peux parler rapidement de Sanda. Allez, non, en vrai, est-ce que quelqu'un pour conclure ce talk pourrait dire un petit mot sur Sanda? Alors curieusement, je suis en train de regarder la série pour me pencher plus sur le sujet. Et en fait, ça revient sur ce que j'ai dit par rapport aux proportions du visage. Je pense que c'est avec le trait de Paru Itagaki. On a pu voir dans son manga, mais qui s'est aussi retranscrit en animation. J'avais eu au début des questionnements sur certaines parties du visage que je trouvais vraiment très exagérées. Et je me disais, mais comment, avec toute cette proportion du visage, ils vont réussir à faire varier ce que ressent le personnage et tout. Et en fait, c'est très malin parce que du coup, ils utilisent, par exemple, pour que le personnage change d'expression et qu'on ne change pas non plus son design, on va changer la taille de ses yeux, on va lui réduire la taille de sa bouche, tout en gardant le... Et en vrai, je trouve que au final, le design qui, en premier lieu, n'a peut-être pas l'air ultra flexible, mais en vrai, l'est plutôt, et toujours, ça donne lieu ça donne accès à des expressions plus que variées. Et très appréciable. Il est bien verni en tout cas, Itagaki, parce que son Beastar, l'air de rien, c'était compliqué aussi à adopter. Et ils ont fait une bonne prod, moi je trouve que c'était une bonne prod en tout cas. Et Sanda, pareil, c'est quand même une autrice qui est particulière, qui est spéciale. Oui. Alors, elle a beaucoup de talent, mais à adapter, à chaque fois on se dit, j'espère que ça va être qu'il va y avoir de la qualité dans le staff, quoi. Donc, et le sujet est spécial, surtout sur l'âge des personnages qui parfois varie. On a un gros appui sur la jeunesse de certains personnages avec la vieillesse d'autres. Tout ça est très marqué dans le design aussi, donc c'est hyper intéressant et c'était très bien. Mais c'est un Saru, on croit toujours que tout est facile, c'est eux. L'air de rien, ils le prouvent à chaque fois qu'ils savent bien faire les choses, quoi. Hâte de voir le Ghost in the Shell. Mais en tout cas, merci beaucoup pour avoir été présent sur ce talk. Merci au chat aussi. Il y a eu pas mal de questions. On n'a pas pu toutes les prendre parce qu'on était. On en a pris aucune. Dans la discussion. D'ailleurs, comme ça, au moins, on a pris littéralement zéro question. Désolé. Zéro. Désolé. Vu le chat. J'avais le chat à côté, j'ai lu, j'ai vu aux questions. Mais Ça fait genre, on a répondu des questions. Alors, vraiment, aucune. Désolé pour ceux qui ont posé des questions là. J'ai pu en prendre que quelques-unes. Zéro. Oui, tous blâmer Yanis. C'est complètement de ma faute, je suis désolé. Mais non, en tout cas, merci beaucoup. Tu veux dire que c'est à cause de la première partie parce qu'ils nous ont pris du temps, c'est ça? C'est complètement à cause de la première partie. Sur leur truc. Non, on a fait à peu près pareil, mais mais eux ils avaient fait beaucoup. Il y a des questions ou pas? Alors les questions. Non. Il est 23h05. Oh putain, T'inquiète, il y aura des. Ah merde, t'as pris une heure? Ah merde. Bref, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été présent. Merci. Ils ont répondu au fait pour les magazines, je sais pas. Quand la question a été posée, j'ai eu des réponses, mais on va sélectionner. On va revenir dans le chat, on va sélectionner les 3 vainqueurs. En tout cas, merci beaucoup. C'était une super émission. Merci à vous. J'espère que ça vous a plu dans le chat, pour ceux qui sont encore là. Et merci beaucoup d'avoir été présent, Bruno, du coup. Merci à vous. Bon courage à vous pour la suite. Merci. Et Ito et Whooper. Merci beaucoup. J'ai pu être à côté de Whooper, de Ito et de Bruno. J'ai juste refait la même chose. Merci beaucoup à tous. On vous dit bonne soirée. On revient le 30 pour le prochain talk show. Et avec le 23, des questions peut-être. Pas, Il y aura peut-être des questions qu'on pourra avoir. Ouais, les questions dans le chat, c'est pas. Non, mais en tout cas, rendez-vous du coup vendredi prochain pour l'interview d'Orient par LKR et le 30 pour le prochain talk show sur les catégories qui restent. Merci beaucoup et à plus. Au revoir. Bye, tout le monde.